Un garçon de 13 ans disparaît soudainement sans laisser aucune trace. 3 ans plus tard, il est retrouvé par surprise dans un pays étranger, avec une histoire tragique de kidnapping. La famille qui n'est ravie de le retrouver, mais ils ignorent que la personne qui se tient devant eux n'est pas Nicolas Blais. Un étranger, un imposteur professionnel, a réussi à tromper la famille, la police, et même le FBI. Qui est-il? Comment un adulte peut-il se faire passer pour un adolescent? Et surtout, que s'est-il réellement passé avec Nicolas Blais? Voici l'une des affaires d'usurpation d'identité les plus mystérieuses de l'histoire, révélant des secrets sombres que personne n'aurait pu imaginer. Vous regardez la chaîne Affaires réelles, où nous explorons ensemble les affaires les plus mystérieuses et les histoires les plus étranges que vous n'avez peut-être jamais entendues. Comme d'habitude, avant de plonger dans cette affaire d'usurpation d'identité, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer les notifications pour nous soutenir. Maintenant, découvrons ensemble les détails de cette affaire. En octobre 1997, un appel inattendu d'Espagne bouleverse le bureau des disparitions du FBI. À l'autre bout du fil, un officier de police avec un fort accent anglais annonce qu'un garçon mystérieux a été retrouvé. Le garçon, âgé d'une dizaine d'années, errait dans les rues sans papier d'identité et refusait catégoriquement de révéler son nom. Les blessures anciennes et nouvelles sur son corps, ainsi que son état mental perturbé, indiquaient qu'il avait vécu quelque chose de terrible. La police locale, incapable de l'identifier, a remarqué son accent américain et a décidé de contacter le FBI, espérant qu'il s'agissait d'un citoyen américain perdu lors d'un voyage en Europe. Au téléphone, la police espagnole a fourni des détails sur le garçon, un corps maigre, des dents irrégulières et surtout des cicatrices évidentes sur le menton. Ces détails ont suscité des soupçons chez l'agent du FBI, Nancy. Elle a rapidement consulté les dossiers et a découvert une correspondance étonnante avec Nicolas Blais, un garçon de 13 ans disparu à San Antonio, Texas, le 13 juin 1994. Après plus de 3 ans, le sort de Nicolas restait un mystère. Nancy a immédiatement envoyé des photos et des informations sur Nicolas à la police espagnole. La réponse a confirmé une ressemblance frappante. Cette information a apporté un immense espoir aux États-Unis. Un enfant disparu depuis longtemps était soudainement retrouvé à l'étranger. C'était un miracle. La nouvelle de la découverte de Nicolas en Espagne a rapidement été communiquée à sa famille par le FBI. Cependant, la joie des retrouvailles a été de courte durée, car des signes étranges ont commencé à apparaître. L'agent Nancy, craignant un choc émotionnel pour la mère de Nicolas, a demandé à la sœur aînée du garçon, Carrie, de lui annoncer la nouvelle. Malgré une préparation psychologique, la mère s'est évanouie en entendant la nouvelle. À son réveil à l'hôpital, elle n'arrêtait pas de demander à Nancy, d'une voix tremblante, si elle était sûre que c'était bien son fils. En même temps, les photos envoyées d'Espagne ont semé la confusion. Bien qu'il y ait quelques similitudes, le garçon sur les photos avait des cheveux et des yeux bruns, complètement différents de Nicolas, qui avait les cheveux blonds et les yeux bleus. Le visage était également différent, passant de long et pointu à carré. Le seul point commun était la cicatrice sur le menton et quelques tatouages sur le corps. Une conversation téléphonique a convaincu Carrie que le garçon en Espagne était bien Nicolas. Elle s'est précipitée pour préparer le voyage, portant la responsabilité de ramener son frère, car leur mère était toujours à l'hôpital et leur frère aîné n'était pas proche de Nicolas. Cependant, le manque de passeport et d'expérience de voyage à l'étranger a retardé Carrie de quelques jours. Quand elle est finalement arrivée en Espagne, plus d'une semaine s'était écoulée. Le moment des retrouvailles, censé être heureux, a été marqué par un sentiment d'inquiétude inexplicable. Selon la police, lorsque Carrie et Nicolas se sont rencontrés, un silence pesant a envahi la pièce. Nicolas est resté immobile, confus, respirant rapidement, le visage rouge. Après près de 30 secondes de silence tendu, Carrie s'est approchée et a serré son frère dans ses bras. Nicolas, d'abord raide, a lentement répondu à l'étreinte. La réunion émotionnelle a eu lieu, mais Carrie a ressenti une froideur étrange en touchant son frère. Plus tard, dans une pièce privée, Carrie a montré à Nicolas des albums de famille, lui racontant des histoires sur chaque membre. Nicolas a écouté attentivement, mais la froideur initiale persistait. Après la conversation, Carrie a serré son frère en larmes, disant « Enfin, tu es rentré à la maison avec maman. » Mais cette nuit-là, en appelant sa mère, Carrie a dit « Maman, prépare-toi, il est très différent maintenant.
Un Nicolas autrefois espiègle et têtu était maintenant timide, parlant doucement avec un accent européen lent et hésitant, remplaçant son ancien accent texan rapide. La chose la plus étrange était que Nicolas voulait retourner à l'école, ce qui était impensable pour un élève difficile comme lui. Ces changements ont suscité des doutes chez tout le monde. Carrie a essayé de justifier ces changements en disant qu'il avait sûrement vécu beaucoup de souffrance pendant ces 3 années. Nicolas a raconté à la police un cauchemar horrible. Il avait été kidnappé sur le chemin de l'école, drogué et enfermé dans un conteneur avec d'autres enfants. Le conteneur a dérivé en mer, les emmenant dans une installation secrète en Europe. Là, les enfants étaient rasés, lavés avec des produits chimiques et même injectés avec des substances pour changer la couleur de leurs yeux. Ceux qui ne supportaient pas la torture étaient éliminés. Les survivants, comme Nicolas, étaient soumis à un lavage de cerveau, forcés d'oublier leur vrai nom et de parler français. Nicolas ne savait pas qui était derrière ces enlèvements, mais il se souvenait d'hommes en uniforme militaire, certains avec des insignes et des grades brillants, semblant être de haut rang. Son récit a laissé la police stupéfaite. L'histoire ressemblait à un scénario de film de super-héros, où l'Union soviétique formait des Black Widows dans la Red Room. Mais Nicolas a insisté, ils ne formaient pas des assassins, mais des esclaves obéissants. Nicolas a finalement trouvé une opportunité de s'échapper lorsque ses gardiens, ivres, se sont endormis. Il a fui dans la nuit, épuisé, et s'est effondré près d'une cabine téléphonique. Une personne bienveillante l'a découvert. L'histoire de Nicolas a choqué la police. Carrie, les larmes aux yeux, était déterminée à compenser les souffrances de son frère. L'agent Nancy du FBI a ramené Nicolas aux États-Unis, mais elle se sentait mal à l'aise. Existait-il vraiment un réseau international de trafic d'enfants sous leurs yeux? Si cette nouvelle s'éruite, la réputation du FBI serait ruinée. Elle a demandé à Nicolas de les conduire à la base secrète, mais il a simplement secoué la tête, incapable de se souvenir de l'emplacement. Un autre problème est apparu. Nicolas avait besoin d'un passeport américain, mais son identité devait être vérifiée. Le processus simple consistait à prélever un échantillon de sang ou de cheveux pour comparer avec l'ADN d'un parent direct. Cependant, Carrie, étant sa demi-sœur, ne pouvait pas être considérée comme un parent direct selon les définitions américaines et espagnoles. De plus, Carrie a refusé le test ADN, affirmant que Nicolas était bien son frère. Sous la pression de la famille et des médias, Nancy a accepté d'utiliser la reconnaissance faciale pour vérifier l'identité de Nicolas, à condition qu'un test ADN soit effectué après leur retour aux États-Unis. Carrie a montré à Nicolas des albums de famille, transformant le test en une séance de souvenirs. Finalement, Nicolas a facilement récupéré son identité et est retourné à San Antonio. Lorsque l'avion en provenance de Madrid a atterri, la mère de Nicolas, Madame Baffle, l'attendait à l'aéroport avec des journalistes. Cependant, la rencontre ne s'est pas déroulée comme prévu. Comme avec Carrie, le moment était rempli de gêne et d'étrangeté. La mère et le fils se sont regardés longtemps sans réaction, leur expression n'étant pas celle d'une joyeuse réunion, mais plutôt d'une distance et d'une froideur. Finalement, sous la pression des autres, ils se sont serrés la main et se sont embrassés à contre-cœur. Les journalistes ont supposé qu'ils n'étaient pas doués pour exprimer leurs émotions ou qu'ils étaient trop bouleversés pour réagir. Ils ont suivi la voiture, espérant capturer un moment de réunion chaleureuse, mais la voiture a soudainement pris une autre direction, se rendant chez la fille de Madame Baffle, pas chez elle. La mère a expliqué qu'elle travaillait de nuit et ne pouvait pas s'occuper de Nicolas, alors elle l'a laissé chez sa fille et son gendre, qui avaient plus de temps et de ressources pour s'occuper de lui. Cette explication était difficile à croire. Pourquoi un fils qui avait vécu avec elle pendant 13 ans ne pouvait-il pas rester chez elle après 3 ans de séparation? L'attitude du frère aîné était encore plus étrange. Il n'est pas venu à l'aéroport pour accueillir son frère. Près de 2 semaines plus tard, il est finalement apparu, observant froidement Nicolas avant de sourire et de dire « Tu as de la chance », puis de partir. Malgré la froideur de sa mère et de son frère, les autres, en particulier les nouveaux venus, ont traité Nicolas avec beaucoup de gentillesse. L'école a organisé des cours pour lui, et les enseignants ont remarqué que Nicolas semblait plus mûr que son âge, avec une personnalité calme et digne de confiance. Très amical, il apportait souvent des snacks à partager avec ce grand frère, Nicolas. Déjà passionné de basketball, grâce à son âge et sa taille, il est devenu un pilier de l'équipe de basket, célèbre pour son talent à imiter Michael Jackson.
Il avait même une petite amie. Sa famille, en particulier sa sœur, le traitait très bien. Son beau-frère lui a appris à réparer des installations électriques et sanitaires. Il avait un travail de gestionnaire dans un camp de remorques, avec un salaire mensuel. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'à ce que, 4 mois plus tard, un jour, Nicolas apparaisse soudainement au poste de police pour se confesser. Il a déclaré qu'il n'était pas du tout le garçon de 16 ans, Nicolas, disparu aux États-Unis. Il a ajouté qu'en réalité, il avait 23 ans et était un homme français. Sa déclaration suivante a laissé tout le monde stupéfait et muet. Il a affirmé qu'il n'était pas le Nicolas qu'il recherchait. Il a révélé que le vrai Nicolas avait été tué par sa propre famille il y a 3 ans. Il a également dit qu'il planifiait maintenant de le tuer pour étouffer l'affaire. Finalement, que s'est-il passé pour comprendre ce revirement? Regardons du point de vue du faux Nicolas, Frédéric Bean. Bien que son nom contienne le mot « chance », sa vie n'a pas été chanceuse. Selon les médias français, il est né dans la banlieue de Paris. Sa mère était ouvrière dans une usine de fromage et l'identité de son père est inconnue. Les voisins ont dit que son père était un immigré algérien qui travaillait dans la même usine que sa mère. Après que sa mère soit tombée enceinte, il a avoué avoir une famille et a disparu. La mère de Frédéric a eu du mal à élever son enfant. Quand il avait 5 ans, elle l'a envoyé à la campagne chez ses grands-parents maternels. À partir de là, il a été rejeté et traité froidement parce qu'il n'avait pas de père. Sa différence de couleur de peau en a fait une cible de harcèlement. Même ses grands-parents ne l'aimaient pas, ils ne lui donnaient que de la nourriture pour survivre. Dans cet environnement hostile, il a rapidement appris à utiliser les mensonges comme une couverture. À l'école, où personne ne le connaissait, il a inventé des histoires sur ses origines, jouant le rôle du fils d'un espion héroïque. Il imitait l'accent londonien qu'il avait appris à la télévision, ne buvait que du thé, ne touchait jamais au café. Quand il se faisait passer pour un prince arabe, il volait l'argent de ses grands-parents et l'utilisait pour inviter généreusement les autres enfants à manger, construisant l'image d'un riche héritier. Mais ce jeu n'a pas duré longtemps. Quand le vol a été découvert, son grand-père l'a battu presque à mort. Ses mensonges ont été révélés et il a été battu par les enfants du village. Au lieu de reconnaître ses erreurs, il a pensé qu'il n'avait pas assez bien joué. Il était sûr qu'avec plus de pratique, il pourrait faire mieux. Et ainsi, avec le temps, ses compétences en matière de mensonges et de résistance aux coups sont devenues de plus en plus sophistiquées. À 12 ans, il a commis son premier vol en life, volant tout l'argent de ses grands-parents. Cette somme lui a permis d'acheter un billet d'avion pour Paris. Avec l'idée que le monde était plein de promesses, il y est allé, mais la réalité a été bien plus cruelle. Après avoir dépensé tout son argent, il est allé trouver sa mère biologique. Cependant, il a été horrifié de la voir plongée dans l'alcool, la cigarette et les drogues. Son état mental était instable, tantôt violent, tantôt déprimé. Quand son fils perdu est revenu lui demander de l'argent, elle lui a donné quelques pièces puis l'a laissé errer dans les rues de Paris. Sans aucun endroit où aller, Frédéric a commencé une vie de vagabondage, changeant constamment d'identité et jouant le rôle d'autres personnes. Pendant près d'une décennie, Frédéric a continuellement changé de statut et d'âge pour s'adapter à différentes situations. Il se teignait les cheveux, se maquillait, et même changeait sa silhouette pour créer de nouvelles identités. Avec une silhouette mince et un visage juvénile, bien qu'il ait plus de 20 ans, il pouvait facilement se faire passer pour un garçon de 12 ou 13 ans, exploitant la pitié des autres. Non seulement son apparence, mais aussi son talent naturel pour le jeu d'acteur étaient des armes puissantes. En seulement 10 jours ou 2 semaines dans un camp de jeunes, il pouvait presque complètement assimiler les habitudes, les préférences, le langage, la façon de parler et les tendances populaires des enfants là-bas. S'il ne parlait pas la langue locale, il faisait semblant d'être sourd-muet, utilisant uniquement des gestes pour communiquer, réduisant ainsi le risque d'être découvert. Alors que son expérience et son audace augmentaient, il ne se contentait plus seulement de profiter d'un logement gratuit ou de vivre au crochet des autres. Il s'est progressivement impliqué dans des vols, des escroqueries, des fraudes de crédit et même du trafic de drogue dans les rues. Cependant, comme ces crimes n'étaient pas trop graves, chaque fois qu'il était arrêté, il ne passait que quelques jours en prison avant d'être relâché. De plus, il ne portait jamais de papier d'identité, ce qui empêchait les autorités de l'expulser.
Grâce à cela, Frédéric a réussi à survivre en Europe sans avoir à assumer de responsabilités à long terme. Mais comme dit le proverbe, qui vivra verra. Début 1994, après des années d'errance, il est retourné à Paris. Un jour, en lisant le journal, il a vu un article sur un corps non identifié trouvé au bord de la rivière Seine. La police ne pouvait pas vérifier l'identité et cherchait des informations. Une idée audacieuse a traversé l'esprit de Frédéric. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour effacer son ancienne identité et recommencer à zéro? Il s'est immédiatement rendu au poste de police, affirmant être le petit ami de la victime, et a déclaré que c'était Frédéric. Il a immédiatement demandé à la police de lui délivrer un certificat de décès et de l'envoyer à ses grands-parents. Cependant, la police parisienne n'était pas facile à tromper. Après quelques vérifications, y compris des empreintes digitales et des tests ADN, le plan de Frédéric s'est effondré. Non seulement son vrai nom a été révélé, mais il a également été condamné à 1 an de prison pour falsification de documents et escroquerie. Cependant, un événement inattendu l'a rendu célèbre. Des journalistes ont été attirés par son histoire, celle d'un vagabond qui a parcouru l'Europe pendant 10 ans, changeant d'identité comme un caméléon. Une chaîne de télévision française l'a invité à participer à une émission intitulée « Tout peut arriver », consacrant un épisode spécial à son interview et lui donnant le surnom de « Caméléon ». Dans l'émission, il a partagé ses techniques d'escroquerie, comme choisir des noms de personnages de films ou de bandes dessinées pour les rendre plus mémorables. Son histoire d'enfance amère a suscité la compassion de beaucoup. Même les producteurs lui ont offert une chance de se réhabiliter, mais Frédéric n'avait aucune intention de travailler honnêtement. Avec l'argent qu'il a reçu, il est allé en Espagne et a continué ses anciennes combines. Il a signalé à la police un garçon maltraité, un garçon pitoyable que Frédéric avait lui-même inventé. Au début, il pensait que la police le placerait dans un centre de protection de la jeunesse, comme avant, où il aurait de la nourriture et un toit. Mais cette fois, il a rencontré un adversaire plus coriace. La police a insisté pour vérifier son identité, et s'il ne disait pas la vérité, il prendrait ses empreintes digitales. Frédéric a paniqué. Il venait juste de sortir de prison et avait un casier judiciaire. S'il était découvert, il retournerait en prison. Dans l'urgence, il a inventé une nouvelle identité, celle d'un Américain qui avait quitté sa maison pour voyager en Espagne et voulait contacter sa famille aux États-Unis, mais qui attendait le soir à cause du décalage horaire. En quelques heures d'attente, Frédéric a cherché désespérément un moyen de s'échapper. Il s'est souvenu qu'aux États-Unis, des milliers de jeunes disparaissaient chaque année. S'il pouvait trouver un garçon de taille similaire, il pourrait se faire passer pour lui, profitant de la négligence de la police. Il s'est faufilé dans un bureau vide et a appelé plusieurs postes de police aux États-Unis et le FBI, se faisant passer pour un policier espagnol, signalant qu'ils avaient trouvé un garçon américain disparu. Et comme par magie, il a trouvé un garçon qui correspondait. Quand la police américaine a envoyé une photo de Nicolas, Frédéric a soupiré de soulagement. Bien qu'il ne se ressemblait pas complètement, après 3 ans de disparition, un adolescent pouvait avoir beaucoup changé. S'ils avaient des points communs et avec son talent d'acteur, il pourrait tromper tout le monde. Mais il y avait un problème qu'il n'avait pas anticipé. Le lendemain matin, quand le FBI a envoyé une photo en couleur, Frédéric est resté stupéfait. Nicolas avait les cheveux blonds et les yeux bleus, tandis que lui avait les cheveux noirs et les yeux marrons. Ils étaient complètement différents. Frédéric a pensé amèrement que la seule chose qu'ils avaient en commun était probablement 5 doigts. Il a pensé que cette fois, c'était fini, il allait retourner en prison. Cependant, le destin a pris un tournant inattendu. L'ambassade des États-Unis a envoyé un représentant pour le rencontrer. « Ne t'inquiète pas, ta sœur vient te chercher », lui ont-ils dit. Ils ont également dit qu'elle prendrait bien soin de lui et organiserait rapidement une conférence de presse pour annoncer qu'ils avaient retrouvé le garçon disparu en Europe. Même la police espagnole a promis de le ramener chez lui en toute sécurité. Cette action a laissé Frédéric, qui prévoyait seulement de manger quelques repas avant de partir, complètement perplexe. D'un côté, il pensait que les choses allaient trop loin et se demandait s'il était encore temps de se confesser. De l'autre, il ne comprenait pas ce qu'il manigançait. Ce qu'il craignait le plus, c'était que l'émission de télévision précédente lui avait donné une certaine notoriété en France. Si quelqu'un regardait cette émission, il serait découvert. Mais par chance, l'Espagne et la France semblaient être 2 mondes différents.
Bien qu'il fasse la une des journaux espagnols, en France, tout était calme. Cela a rendu Frédéric plus confiant. Dans l'annonce de la découverte de Nicolas, il y avait 3 petits tatouages. Frédéric s'est souvenu d'une fille dans un camp de tatouage qui avait gravé 3 lettres sur son bras. Il s'est teint les cheveux en blond et a essayé des lentilles de contact pour les yeux, mais elles semblaient trop fausses, alors il a abandonné et a inventé une histoire selon laquelle ses yeux avaient changé de couleur à cause d'une injection. Alors que le jour de la rencontre avec la sœur de Nicolas approchait, Frédéric est passé de la confiance au désespoir. Comment les membres de la famille qui avaient vécu avec Nicolas pendant plus de 10 ans ne reconnaîtraient-ils pas qu'il était un imposteur? Quand la femme qui se prétendait être la sœur de Nicolas est arrivée, Frédéric était extrêmement tendu. Il se tenait là, se préparant à être humilié, mais la femme s'est précipitée pour l'embrasser, sanglotant « J'avais peur que tu ne me reconnaisses pas. Tout ira bien, je sais que c'est toi. » L'esprit de Frédéric était en désordre. Comment cela avait-il pu fonctionner? De plus, il jouait le jeu avec lui, ce qui l'a encore plus encouragé à continuer. Il a donc continué à faire semblant, prenant des photos, confirmant son identité, retrouvant sa mère, rencontrant son frère, et finalement, Frédéric est arrivé aux États-Unis. Mais il a rapidement réalisé que cette famille n'était pas simple. Il n'était pas stupide ou aveugle, mais faux et mystérieux. Avant de rentrer aux États-Unis, Frédéric avait vaguement remarqué la fausseté dans le comportement de la sœur. En public, elle était très enthousiaste, exprimant constamment sa gratitude envers Dieu pour avoir ramené son frère. Mais quand il n'y avait personne autour, son attitude devenait froide et distante. Entre eux, il n'y avait presque aucune interaction. La mère n'a même pas caché son aversion et son rejet envers lui dès le début. Elle a refusé de le laisser vivre avec eux, et plus tard, elle ne l'a même pas rencontré. Ce qui était étrange, c'est que depuis leur rencontre à l'aéroport jusqu'à maintenant, elle ne l'a jamais appelé Nicolas, pas même une fois. Cependant, quand le FBI a demandé à plusieurs reprises de faire un test ADN, la mère a catégoriquement affirmé qu'il était bien son fils, sans avoir besoin d'aucun test pour le prouver. De plus, chaque soir, la sœur et le beau-frère verrouillaient la porte de sa chambre et ne l'ouvraient que le matin. Ils ne lui laissaient jamais l'occasion d'être seul, et devant les étrangers, ils se comportaient comme une famille heureuse et réunie. Mais en coulisses, ils le surveillaient comme un voleur. Comparé aux autres, le frère aîné, qui n'est venu le voir qu'une fois pour lui souhaiter bonne chance avant de partir, semblait être la personne la plus honnête de la famille. L'étrangeté de cette famille a éveillé la curiosité de Frédéric. Que s'était-il vraiment passé avec Nicolas? Il a utilisé l'excuse d'une perte de mémoire due à des tortures pendant sa disparition pour interroger les voisins, les enseignants et les anciens amis de Nicolas, recueillant des informations. Il a même déposé une demande auprès du tribunal pour mineurs pour accéder au dossier de l'affaire de Nicolas. Plus il enquêtait, plus il se sentait submergé par un terrible secret qui se dévoilait lentement. Comme Frédéric, Nicolas avait des parents, mais sa vie n'était pas différente de celle d'un orphelin. La mère avait eu son frère aîné et sa sœur avec un autre homme, puis avait vécu avec un trafiquant de drogue avant de tomber enceinte de Nicolas. Cependant, avant la naissance de Nicolas, le père biologique s'était enfui à cause de dettes de jeu et avait disparu. Le fardeau d'élever 3 enfants seuls a rendu la mère irritable et imprévisible, même dépendante de l'alcool et de la drogue. Le frère aîné de Nicolas a également sombré dans la délinquance, ce qui a maintenu la famille dans un état de chaos constant, avec des disputes et de la violence fréquente. La police connaissait bien cette maison. Et grandir dans un tel environnement, Nicolas n'a pas pu éviter les influences négatives. Dès son plus jeune âge, il a été fréquemment arrêté par la police pour vol, agression, escroquerie, consommation de drogue et d'alcool, tatouage, il n'y avait rien qu'il n'ait pas essayé. Ses résultats scolaires étaient médiocres, et son assiduité était si irrégulière que les enseignants et les camarades de classe ne se souvenaient presque pas de lui. Peu avant sa disparition, il avait reçu un dernier avertissement. S'il continuait à enfreindre la loi, il serait envoyé dans un centre de rééducation pour jeunes. Cependant, Nicolas n'a pas changé son comportement. La mère n'a eu d'autre choix que d'appeler le frère aîné, qui vivait séparément, pour qu'il revienne et s'occupe de Nicolas, surtout pendant qu'elle travaillait. Mais ironiquement, le frère aîné n'était pas non plus une bonne personne. Il avait de mauvaises habitudes et battait son frère cadet avec cruauté. Peu de temps après son retour, le frère aîné de Nicolas a eu un accident. Selon la mère,
le matin du 13 juin 1994, elle a conduit Nicolas à l'école avant de partir. Elle lui a laissé 5 $ pour acheter son déjeuner et payer les frais de participation à une activité de basketball après l'école. Comme elle devait travailler de nuit dans un magasin, après avoir déposé son fils à l'école, elle est rentrée chez elle pour se reposer. Elle a dormi jusqu'à 17 heures, et en se réveillant, elle a réalisé que Nicolas aurait dû rentrer depuis longtemps, mais il n'était pas là. Le frère aîné a dit que Nicolas avait appelé pour demander à être récupéré au terrain de basket. Cependant, agacé, il a crié à Nicolas de rentrer seul. La distance entre le terrain de basket et la maison était d'environ 3 km, ce qui prendrait environ 1 heure à pied. Mais même tard dans la nuit, Nicolas n'était toujours pas rentré. Pourtant, la mère et le frère aîné n'étaient pas inquiets. Ils ont pris leur douche et sont allés se coucher comme d'habitude. Le lendemain, ils n'ont fait aucun effort pour le chercher, continuant leur routine quotidienne. Ils pensaient que Nicolas, étant un enfant difficile, ne pensait qu'à traîner dehors. Qu'il ne rentre pas pendant quelques jours était tout à fait normal. De plus, le 14 juin, Nicolas avait une audience au tribunal pour mineurs où le juge déciderait s'il devait être envoyé dans un centre de rééducation. La famille croyait donc que Nicolas avait intentionnellement disparu à ce moment-là pour éviter d'aller au tribunal. 3 jours se sont écoulés dans l'indifférence, jusqu'à ce que les enseignants et les voisins poussent la famille à signaler la disparition de Nicolas à la police. Cependant, comme Nicolas avait déjà fugué plusieurs fois, la police n'a pas pris l'affaire au sérieux. Ils ont simplement enregistré l'information de manière superficielle, et même les flyers de recherche n'ont pas été imprimés par la famille, mais financés par une église locale et distribués par des bénévoles. Ironiquement, les étrangers ont montré plus de préoccupation pour la disparition de Nicolas que sa propre famille. Cependant, selon le dossier d'enquête de la police, il n'y avait aucun signe que Nicolas avait l'intention de fuguer. Il n'avait pas emporté de vêtements, n'avait pas d'argent à part les 5 $ que sa mère lui avait donnés le matin, et n'avait pas de papier d'identité. Les enfants qui jouaient au basket ce jour-là ont également remarqué qu'il n'y avait aucun signe d'anomalie chez Nicolas avant son départ. Il avait même fait un signe de la main en disant au revoir et avait promis de revenir le lendemain. Le détail le plus suspect était l'appel de Nicolas à son frère aîné. S'il avait vraiment l'intention de fuguer, pourquoi aurait-il appelé pour demander à être récupéré? Mais ces détails évidents ont été ignorés par la famille de manière regrettable, simplement parce qu'il était un enfant difficile. Ils ne se sont pas souciés de la disparition de Nicolas, qui est devenu comme des milliers d'autres cas de disparition d'adolescents, faisant d'abord les gros titres, puis tombant rapidement dans l'oubli. Cependant, Frédéric a découvert un détail anormal. 3 jours après la disparition de Nicolas, le frère aîné a déménagé de la maison et est retourné vivre seul. 2 mois plus tard, il a soudainement signalé à la police que Nicolas avait brisé la vitre de son garage, essayant de cambrioler. Mais quand la police est arrivée sur les lieux, ils n'ont trouvé aucune trace d'intrusion, ni empreinte de pas ni empreinte digitale. L'affaire a été rapidement classée, mais dans l'esprit de Frédéric, il était clair que c'était une mise en scène orchestrée par le frère aîné de Nicolas. Le but était de faire croire à tout le monde que Nicolas avait vraiment fugué et essayé d'éviter d'être retrouvé par sa famille. Après avoir rassemblé une série d'informations, Frédéric a conclu que cette famille savait certainement ce qui était vraiment arrivé à Nicolas. Mais la vérité était trop horrible. Si elle était révélée, elle les détruirait tous. Cela aurait des conséquences négatives énormes. C'est pourquoi ils ont choisi un étranger venu de l'étranger pour devenir leur fils, vivant avec eux. Mais finalement, que s'est-il passé pour qu'ils acceptent de payer un prix si élevé? La réponse était presque évidente. Qu'en pensez-vous? Mais en y réfléchissant, Frédéric a senti un frisson dans le dos. S'il savait qu'il avait deviné la vérité, que ferait-il de lui? De retour aux États-Unis sous le nom de Nicolas, Frédéric a rapidement attiré l'attention des médias. De nombreux journaux et chaînes de télévision ont exprimé leur désir de l'interviewer, exploitant l'histoire mystérieuse de sa disparition pendant 3 ans. Cependant, toutes ces invitations ont été empêchées par la mère et la sœur de Nicolas. De plus, l'endroit où la sœur et le beau-frère vivaient était un camp isolé sans connexion Internet et avec un signal téléphonique très faible. Trouver la vérité n'était pas une tâche facile. Néanmoins, une station de radio a décidé de poursuivre l'affaire jusqu'au bout.
Ils ont engagé un détective nommé Charlie Parker, un expert chevronné dans la recherche de personnes disparues, et il a rapidement prouvé son expertise. Sans trop d'efforts, il a intercepté Frédéric sur le chemin de l'école. Il a offert une somme d'argent importante pour le convaincre de participer à une interview exclusive. Au début, Frédéric a refusé catégoriquement. Mais après tout, il était un imposteur, et vivre caché était l'option la plus sûre. Il ne s'attendait pas à ce que, dès leur première rencontre, Charlie Parker prenne discrètement quelques photos de lui. Ensuite, il a développé ces photos et les a comparées à des anciennes photos de Nicolas. Le détail le plus frappant était les oreilles, car même si le visage peut changer avec le temps, la forme des oreilles reste presque la même. Même en grandissant, les oreilles ne se développent que proportionnellement. Cette caractéristique avait été découverte à l'époque de Sherlock Holmes et était largement utilisée dans les enquêtes criminelles et la médecine légale jusqu'à ce que la technologie d'analyse ADN plus précise la remplace. Dans cette affaire, la mère, en tant que parent direct, a catégoriquement refusé le test ADN. Le détective Charlie a donc dû utiliser cette méthode classique pour déterminer l'identité de Frédéric, et les résultats ont montré que la seule similitude entre Frédéric et Nicolas était qu'ils avaient les mêmes mains. Avec ces deux photos en main, Charlie est immédiatement allé voir le FBI, rencontrant l'agent spécial Nancy, responsable de l'affaire, et a déclaré « Nous avons trouvé la mauvaise personne. Il pourrait être un espion russe envoyé ici pour saboter. » Nancy, qui trouvait déjà Frédéric très suspect, en particulier deux détails déroutants, les yeux passant du bleu au marron et l'accent français persistant dans sa voix, a consulté des experts. La réponse qu'elle a reçue était que ces deux choses étaient impossibles. Même avec une technologie avancée, changer la couleur des yeux avait été testé dans des expériences inhumaines dans les camps de concentration nazis. Même s'ils avaient réussi, les sujets souffraient de séquelles comme une vision réduite, une photophobie ou la cécité. De plus, les yeux artificiellement changés semblaient très peu naturels, ressemblant à des yeux artificiels. Quant à la voix, un enfant après l'âge de 5 ans, même s'il apprend une langue étrangère pendant longtemps, revient à sa langue maternelle une fois de retour dans son environnement d'origine. Changer définitivement sa voix était impossible. Les doutes croissants ont fait sentir à Nancy qu'elle faisait face à un problème aussi difficile que pour le FBI. Ramener un imposteur causerait un grave préjudice à leur réputation, devenant même un sujet de moquerie sur la scène internationale. Mais si Frédéric était vraiment Nicolas, cela ne ferait qu'aggraver la douleur de la victime et de sa famille, exposant le FBI à des critiques sévères. Le plus important était que la mère de Nicolas refusait catégoriquement de coopérer pour un test ADN. Le FBI n'a pas non plus le droit de la forcer à subir un test. Se baser uniquement sur la forme des oreilles ne suffit pas à convaincre. Donc, si la famille dit qu'il est qui il est, alors il est cette personne. Cependant, notre détective, Charlie Parker, n'a aucune intention de s'arrêter. Si le FBI ne veut pas agir, je n'ai d'autre choix que de me tourner vers la CIA pour attraper l'espion. Voyant que la situation risque de leur échapper, le FBI commence à s'inquiéter. Pour apaiser Charlie, ils acceptent de continuer l'enquête de leur côté et de collecter plus de preuves. Parallèlement, ils interviennent également et envoient quelqu'un pour réexaminer l'affaire. Les deux parties collaborent, déterminés à éclaircir si Frédéric est vraiment Nicolas ou non. Le FBI dit qu'ils agiront en premier. Il demande à Frédéric de coopérer dans l'enquête sur un réseau de kidnapping d'enfants, et comme prévu, Frédéric refuse immédiatement. Ensuite, ils utilisent des mesures plus strictes, invoquant l'obstruction à l'enquête, et émettent une citation à comparaître urgente du Congrès. C'est une action officielle. Si Frédéric continue de refuser, il sera poursuivi pénalement et devra faire face à de lourdes amendes. À contre-cœur, Frédéric est obligé de se rendre au bureau du FBI pour raconter à nouveau son histoire. Cette fois, suivant la procédure, le FBI collecte ses empreintes digitales et son ADN. Frédéric comprend bien que si le FBI envoie ces informations en Europe, il ne sera qu'une question de temps avant qu'il ne soit démasqué. C'est pourquoi il commence secrètement à accumuler de l'argent, cherchant une opportunité de s'enfuir et de disparaître comme un vrai Nicolas. Mais avant qu'il n'ait pu amasser suffisamment d'argent, les événements se précipitent. Concernant le déroulement de ces événements, Frédéric et la famille de Nicolas ont des versions contradictoires. Frédéric affirme qu'il a découvert un terrible secret de la famille et qu'on lui a administré des drogues pour l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Pendant ce temps,
la mère et la sœur insistent sur le fait que Frédéric est soudainement devenu fou à la maison, s'est mutilé le visage avec un couteau, et qu'elles ont été obligées de lui donner un puissant sédatif et de l'eau. Quelle que soit la vérité, le résultat reste inchangé. Frédéric est rapidement diagnostiqué comme souffrant de délire paranoïaque et de troubles bipolaires. En tant que patient psychiatrique, ses paroles ne seront crues par personne. Heureusement, à ce moment-là, il se souvient de Charlie. Profitant d'un moment d'inattention des médecins et des infirmières, Frédéric appelle rapidement le numéro de téléphone inscrit sur la carte de visite de Charlie. Grâce à son vaste réseau de relations, Charlie contacte rapidement un psychologue indépendant pour réévaluer l'état de Frédéric. Acculé, Frédéric est obligé d'avouer toute la vérité, depuis son enfance misérable jusqu'à ses escroqueries adolescentes, en passant par sa parfaite imposture en tant que Nicolas. Mais la chose la plus terrifiante qu'il découvre est que Nicolas est réellement mort et que son frère aîné est celui qui a tué leur mère et leur sœur, et a aidé à faire disparaître le corps. Comment cela s'est-il passé? Frédéric raconte que le jour de la disparition de Nicolas, comme personne n'était venu le chercher, il a dû rentrer à pied. En arrivant, son frère aîné buvait de la bière et jouait aux jeux vidéo. Nicolas, en colère, l'a réprimandé à haute voix. À ce moment-là, le frère aîné, ivre et sous l'emprise de drogue, a attrapé une bouteille de bière à côté de lui et l'a lancée directement sur son frère. Les deux se sont battus, et Nicolas, qui n'était pas de taille, a rapidement été maîtrisé et battu sauvagement. Dans sa fureur, le frère aîné a ignoré les supplications de Nicolas et a continué à le frapper jusqu'à ce que son visage soit tuméfié et ensanglanté, et que son souffle devienne faible. Entendant le bruit, la mère est rapidement montée de la chambre à l'étage, mais il était déjà trop tard. Nicolas, le garçon de 13 ans, était mort dans sa propre maison. Après s'être calmé, le frère aîné a voulu se rendre, mais la mère l'en a empêché. La famille avait déjà perdu un fils, elle ne pouvait pas en perdre un autre. Après en avoir discuté, la famille a décidé d'envelopper le corps de Nicolas dans un tapis et de l'emmener dans un endroit isolé pour l'enterrer. Pour s'assurer que la disparition du corps se passe sans accroc, ils ont également appelé leur fille pour qu'elle les aide. Depuis lors, les trois sont liés par un terrible secret. La confession de Frédéric a stupéfié le psychologue et le détective Charlie. Finalement, ils ont convaincu Frédéric de se rendre au poste de police pour avouer, mais personne ne s'attendait à ce que, 2 jours plus tard, la sœur de Nicolas vienne le chercher. Même l'agent du FBI en charge de l'affaire a été surpris. « Ce n'est pas ton frère, que fais-tu ici ?» Mais la sœur n'a pas prêté attention à ces mots et a continué à parler calmement avec Frédéric. Elle lui a demandé comment il allait, s'il mangeait bien, s'il dormait bien. Cette scène a mis Frédéric dans une situation très inconfortable. Il voulait juste trouver un endroit pour se cacher. Sur le plan juridique, même si Frédéric admet être un imposteur, jusqu'à ce que son identité soit vérifiée par la police française, il reste Nicolas, un garçon américain de 16 ans que tout le monde connaît. Et la vitesse de travail de la police française est connue pour être lente. Ainsi, Frédéric se retrouve à nouveau dans une situation ironique. Il sait qui il est, ils savent qui il est, mais personne ne peut prouver qui il est. Il sait que tout le monde joue une pièce sans fin. En tant qu'adolescent atteint de maladie mentale, sa tutelle légale appartient toujours à la mère et à la sœur de Nicolas. Peu importe à quel point il résiste intérieurement, il ne peut rien faire d'autre que de suivre docilement sa sœur et de rentrer à la maison. À partir de ce moment, chaque jour passé dans cette famille, Frédéric vit dans l'angoisse. Il doit même dormir en état d'alerte, de peur qu'il ne le tue pour étouffer l'affaire. Et ainsi, la vie dans l'angoisse et l'attente continue. Finalement, après plusieurs jours, la police française envoie une réponse confirmant que Frédéric est en fait un jeune Français de 23 ans. Dès qu'il reçoit cette information, il plaide coupable pour usage de faux papiers, fraude de passeport et une série d'autres charges. Bien qu'il soit finalement condamné à 6 ans de prison, le double de la peine de 3 ans que son avocat espérait, Frédéric l'accepte joyeusement, car pour lui, être en prison est bien plus sûr que de rester dans cette maison. Cependant, la plus grande question reste sans réponse. Quelle sera la fin de la famille qui a tué Nicolas? Après l'incarcération de Frédéric, la police rouvre officiellement l'enquête sur la disparition de Nicolas. Il déclare ne pas exclure la possibilité d'un meurtre, mais comme prévu, l'enquête initiale rencontre une forte résistance de la famille de Nicolas. La mère réagit violemment, pleure, crie, et menace même de se suicider devant la police. Elle se roule par terre,
crie, s'arrache les cheveux, nie catégoriquement toute implication dans un meurtre et insiste sur le fait que Frédéric est bien Nicolas. Elle accuse la police d'avoir délibérément enlevé le fils qu'elle venait de retrouver, brisant à nouveau le lien maternel. La situation du côté de la sœur de Nicolas n'est pas non plus très encourageante. Elle rend régulièrement visite à son frère en prison, affirmant qu'il souffre simplement de délire paranoïaque et s'imagine être un homme français. De plus, elle accuse la police de l'avoir manipulé pour qu'il plaide coupable. C'est une erreur judiciaire, je vais aider mon frère à faire appel et renverser le verdict. La police ne comprend vraiment pas si ces deux personnes sont vraiment aveugles ou si elles font simplement semblant d'être folles. Mais la chose la plus étrange est le cas du frère aîné. Le lendemain de son refus de coopérer à l'enquête, il meurt subitement chez lui. L'autopsie révèle que la cause du décès est une overdose de drogue. Cependant, il est anormal que, pendant les 2 dernières années, il ait réussi à se sevrer avec succès. Les tests des 6 derniers mois étaient tous négatifs. Il avait également un travail stable, une petite amie, et sa vie était sur la bonne voie. Il est difficile d'imaginer qu'une telle personne rechute soudainement et utilise une dose suffisante de drogue pour mettre fin à ses jours. Certains pensent que le frère aîné, sachant que le meurtre de son frère allait être révélé, s'est suicidé pour éviter la culpabilité. D'autres croient que c'est vraiment une vengeance de l'esprit de Nicolas, et si la loi ne peut pas rendre justice, il agira lui-même. Les phénomènes étranges ne s'arrêtent pas là. Lors du test de détection de mensonges de la mère, quelque chose d'incompréhensible se produit. La première fois, elle passe le test sans aucun problème, mais les agents du FBI sentent que quelque chose ne va pas et décident de le refaire avec les mêmes questions. Cette fois, le résultat est complètement opposé. Elle ne peut pas passer une seule question, l'aiguille du détecteur de mensonges oscille violemment, au point de presque tomber par terre. Le visage de la mère devient instantanément pâle, et les agents autour sont stupéfaits, ne pouvant pas croire ce qu'ils voient. La sœur, qui se tient à l'extérieur et observe toute la scène, décide immédiatement d'annuler son propre test. L'enquête est à nouveau dans l'impasse. Outre ce test de détection de mensonges problématique, la police et le FBI ne trouvent aucune autre preuve liée à la disparition de Nicolas. Après tout, en 3 ans, la maison a été nettoyée d'innombrables fois, de nombreux objets dans le salon et la cuisine ont été remplacés, toutes les photos et les effets personnels de Nicolas ont été jetés, et toutes les traces de lui ont été effacées. Finalement, la police déclare qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour confirmer que Nicolas a été assassiné, et à ce jour, il est toujours répertorié comme disparu. Le système a décrit l'apparence de Nicolas s'il était encore en vie et avait 44 ans. Étonnamment, cette photo ressemble de plus en plus à Frédéric. En examinant l'affaire dans son ensemble, à part le fait que Frédéric est un escroc professionnel et que son témoignage n'est pas fiable, il reste un grand trou dans cette affaire. Est-ce que les gens réalisent cela? En réalité, dès le début, la famille de Nicolas aurait très bien pu ne pas reconnaître Frédéric. Ils auraient simplement pu déclarer qu'il n'était pas Nicolas, et tout se serait arrêté là. Alors, pourquoi ont-ils délibérément créé cette mise en scène bruyante de retrouvailles, l'ont ramené en France depuis les États-Unis, et placé une bombe à retardement à leur côté? Mais quelle est la vérité? Peut-être qu'avec la mort soudaine de son frère aîné, ce secret restera à jamais sans réponse. En fin de compte, vous vous demandez peut-être ce qu'est devenu Frédéric après avoir purgé sa peine aux États-Unis en 2003. Frédéric a été expulsé vers la France. Cependant, sa nature difficile à changer persiste. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il a continué à essayer de se faire passer pour un enfant de 14 ans pour entrer au collège. Résultat, moins de 6 mois plus tard, son identité a été révélée. Il a de nouveau fui la France et erré jusqu'en Espagne, où il a cette fois joué le rôle d'un adolescent de 15 ans fugueur pour escroquer de la nourriture et des boissons. Mais cette fois, la police espagnole, plus expérimentée, a exigé de prendre ses empreintes digitales pour vérifier son identité. Le plan de Frédéric a encore une fois échoué lorsque le système de base de données criminelles des pays européens a été interconnecté. Le chemin de la tromperie est devenu de plus en plus difficile pour lui. Finalement, en 2007, il a décidé d'abandonner la vie de fraudeur, de retourner en France, de chercher un travail honnête et de vivre une vie normale. Peu de temps après, il a rencontré une femme sur son lieu de travail et s'est marié. Ils ont eu 5 enfants ensemble. Cependant, après 10 ans de vie commune, ce mariage s'est terminé par un divorce en 2012. Le magazine The New Yorker a publié une interview de Frédéric.
Il a franchement admis que la raison pour laquelle il aspirait toujours à devenir quelqu'un d'autre était qu'il souhaitait être aimé et pris en charge. Il sentait que ces choses ne lui appartenaient pas. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Nicolas, celui qu'il avait imité, n'avait jamais non plus reçu d'amour et d'attention de sa famille. Il est simplement passé d'un abîme à un autre, plus sombre et plus froid. À ce moment-là, j'étais perdu, je ne réalisais pas que j'avais un problème. Pour beaucoup de gens, le bonheur est une évidence, mais pour les enfants qui grandissent dans des familles brisées comme Frédéric ou Nicolas, peut-être que toute une vie ne suffit pas à l'atteindre. Comme l'a dit le psychologue Winnicott, être vu et accepté est la prémisse pour qu'une personne puisse devenir elle-même. Ainsi, l'affaire d'aujourd'hui est terminée. Qu'en pensez-vous? Que s'est-il réellement passé avec Nicolas? Sa famille croyait-elle vraiment que c'était Nicolas, ou cachait-il quelque chose?